Il existe des plantes qui, une fois mises en terre, peuvent nourrir une famille pendant 20 ans. C'est un fait agronomique. Pourtant, un autre fait domine notre monde, 70% de toutes les terres agricoles sont consacrées à des cultures annuelles qui exigent d'être rachetées et replantées chaque printemps, sans exception. Imaginez une seule tige capable de générer un champ entier, sans frais, saison après saison. Imaginez une seule plantation capable de briser définitivement le cycle de la dépendance économique. Ces plantes ne sont pas une utopie futuriste, elles sont une réalité biologique ancestrale qui a soutenu des civilisations entières pendant des millénaires. Elles attendent, juste sous la surface. Pérennes. Souterraines. Patientes. Alors pourquoi, après avoir été la base de notre survie, ont-elles été si complètement effacées de nos champs et de nos mémoires ? La réponse est aussi simple que dérangeante. Nous n'avons pas abandonné ces cultures parce qu'elles ont échoué. Nous les avons abandonnées parce qu'elles réussissaient trop bien, au point de menacer un modèle économique naissant. Une plante qui se multiplie à l'infini et gratuitement est l'ennemi d'une industrie qui vend des semences. Une plante qui prospère sans engrais ni pesticides est un non-sens pour un marché qui vend des produits agrochimiques. Elle ne pouvait pas être brevetée. Elle ne pouvait pas être contrôlée. Elle ne pouvait pas être intégrée dans une chaîne de profit perpétuelle. Ce ne fut donc pas un simple oubli, une évolution naturelle de l'agriculture. Ce fut une décision stratégique. Un choix économique qui a délibérément enterré 10 000 ans de sagesse agronomique pour construire un empire basé sur une dépendance renouvelée chaque année. La preuve de cette suppression n'est pas une théorie, elle est consignée dans les archives. En 1929, le géographe Joseph Russell Smith publiait un ouvrage visionnaire, Tricrop à permanent agriculture, où il détaillait un futur d'abondance basé sur des cultures pérennes pour protéger les sols et nourrir l'humanité durablement. Son plan était logique, écologique et fut salué par ses pairs. Pourtant, il ne fut jamais mis en œuvre. À la place, les financements publics ont massivement et unilatéralement soutenu un autre modèle. Une analyse académique de 2016 n'a trouvé que 86 articles scientifiques publiés sur les céréales vivaces en plusieurs décennies. Dans le même temps, la recherche sur le maïs annuel en produit des milliers chaque année. En 2018, le ministère américain de l'Agriculture a alloué plus de 3 milliards de dollars à la recherche sur les cultures annuelles. Les cultures vivaces, elles, ont reçu une part si infime qu'elle est statistiquement invisible. Ce ne fut pas un oubli. Ce fut un choix. Le mécanisme de ce choix est d'une simplicité redoutable et repose sur une innovation clé, la semence hybride, commercialisée dès 1926 par des pionniers comme Henry Agar Wallace. Contrairement aux semences traditionnelles, les graines issues d'une plante hybride ne reproduisent pas les qualités de leurs parents. Cette particularité biologique a brisé un cycle de 10 000 ans d'autonomie paysanne, transformant l'agriculteur en client perpétuel, obligé de racheter ses semences chaque printemps. Ce modèle s'est imposé, rendant invisible le potentiel qui existait déjà, parfois juste sous nos yeux. Pensez au topinambour qui repousse obstinément chaque année au fond du jardin de vos grands-parents, cette plante que l'on vous a appris à considérer comme un simple légume de guerre, une relique d'un passé de pénurie. On vous a enseigné à l'ignorer. Mais cette racine n'est pas un symbole de pauvreté. C'est le fantôme d'une souveraineté alimentaire qui a été délibérément enterrée. Qui a réellement profité de cet effacement ? Bienvenue. Ici, on déterre les connaissances que le système a tout fait pour enterrer. Abonnez-vous pour prendre part à cette mission. Chaque vidéo est une pièce de plus à notre autonomie collective retrouvée. L'effacement a une date de naissance. Pendant près de 10 000 ans, depuis la domestication du manioc dans les forêts du sud du Brésil, l'agriculture humaine reposait sur une alliance avec la permanence. Des civilisations entières, des Andes à l'Asie du Sud-Est, ont bâti leur sécurité sur des plantes qui, une fois en terre, offraient leurs racines, leurs fruits ou leurs feuilles année après année, sans qu'il soit nécessaire de labourer et de ressemer. C'était une agriculture de la patience, de l'observation, une accumulation de sagesse transmise de génération en génération. Elle ne créait pas de profits spectaculaires pour des intermédiaires, mais elle créait de la résilience, de la stabilité et une profonde autonomie. Les racines restaient en terre, comme une assurance vie contre la faim, prête à être récoltée en cas de besoin. Cette sagesse n'était pas primitive. C'était un système hautement sophistiqué, parfaitement adapté à son environnement, un héritage que le XXe siècle allait choisir délibérément d'ignorer. Le tournant du siècle fut un carrefour. Deux visions radicalement différentes de l'avenir de l'agriculture se sont affrontées, presque silencieusement. D'un côté, il y avait le géographe Joseph Russell Smith.
En 1929, il publiait une œuvre visionnaire, Tricrop à permanent agriculture. Il y décrivait un monde où les collines érodées seraient couvertes de châtaigniers, de chênes à glands et d'autres arbres nourriciers, protégeant les sols tout en fournissant une abondance de nourriture pour l'homme et l'animal. Il a même proposé la création d'instituts d'agriculture de montagne, financés par l'État, pour développer cette vision. Son plan était logique, écologique, prophétique. Il fut salué par ses pairs, puis soigneusement rangé sur une étagère pour prendre la poussière. Car pendant que Smith rêvait d'un monde d'arbres pérennes, un autre homme construisait les fondations d'un empire basé sur une idée exactement opposée, la dépendance annuelle. Cet homme était Henry Agar Wallace, futur vice-président des États-Unis. En 1926, il fonda la pionnière Hybrid Corn Company, une entreprise qui allait changer le visage de l'agriculture mondiale pour toujours. Son innovation n'était pas une nouvelle plante, mais un nouveau mécanisme de contrôle, la semence de maïs hybride. La première génération de ces semences produisait des plantes extraordinairement vigoureuses et productives, un bond en avant spectaculaire. Mais elles cachaient un secret commercial redoutable. Les graines récoltées sur ces plantes hybrides ne reproduisaient pas les qualités de leurs parents. Elles donnaient des résultats médiocres et imprévisibles. En une seule innovation, 10 000 ans de tradition paysanne, basée sur la sélection et la conservation des meilleures semences d'une année sur l'autre, furent brisées. L'agriculteur, autrefois producteur autonome de ses propres semences, devenait un client. Un client perpétuel, obligé de racheter son moyen de production chaque printemps. Le modèle de Wallace était une bombe à retardement économique. La mèche fut allumée en 1943. Cette année-là, la Fondation Rockefeller s'associa au gouvernement mexicain pour lancer le programme agricole mexicain. À sa tête, un biologiste du nom de Norman Borlaug. L'objectif était clair, augmenter les rendements à tout prix. Mais le programme ne s'est pas intéressé au système résilient et diversifié. Il s'est concentré exclusivement sur le développement de variétés de blé annuelles à haut rendement. Ce fut la naissance de ce qu'on appellerait la Révolution verte. En surface, le succès fut total. Les rendements explosèrent. Borlaug reçut le prix Nobel de la paix en 1970 pour avoir, disait-on, sauvé des millions de vies de la famine. Mais sous la surface de cette abondance se cachait un coût systémique qui allait s'avérer colossal pour l'autonomie des peuples et la santé de la planète. Car les nouvelles variétés miracles de Borlaug avaient un appétit féroce. Pour atteindre leur plein potentiel, elles exigeaient des quantités massives d'engrais chimiques, de pesticides pour les protéger dans les vastes monocultures et une irrigation intensive. Or, ces trois éléments n'étaient pas gratuits. Ils étaient des produits, fabriqués et vendus par les mêmes complexes industriels qui commençaient à breveter et à vendre les semences. Le système était parfaitement verrouillé. Pour accéder à la promesse de rendement, l'agriculteur devait désormais acheter un paquet complet, la semence, l'engrais, le pesticide. Il ne cultivait plus seulement du blé, il cultivait des profits pour une industrie naissante. Une plante comme le manioc, qui prospère sans aucun de ses intrants et se multiplie gratuitement, n'avait aucune place dans cette équation. Elle était une anomalie économique. Une menace pour le modèle. Dans les années 1950 et 1960, ce modèle fut exporté avec la ferveur d'une croisade. En France, la modernisation agricole de l'après-guerre, poussée par la nouvelle politique agricole commune, a embrassé cette révolution sans réserve. Des subventions massives ont encouragé les agriculteurs à arracher les haies, à drainer les zones humides et à abandonner les polycultures traditionnelles pour planter des océans de blé et de maïs annuels. Le remembrement a redessiné le paysage, effaçant des siècles de gestion paysanne au profit de champs immenses, parfaitement adaptés aux machines et aux traitements chimiques. Le savoir ancestral sur les cultures vivaces, qu'il s'agisse du topinambou en métropole ou du manioc dans les territoires d'outre-mer, n'a pas été interdit. Il a été rendu obsolète par la force brute des incitations économiques. Il est devenu invisible. Ce ne fut donc pas un oubli, mais un effacement institutionnel. Une analyse académique de 2016 n'a trouvé que 86 articles scientifiques publiés sur les céréales vivaces en plusieurs décennies. Dans le même temps, la recherche sur le maïs en produit des milliers chaque année. En 2018, le ministère américain de l'Agriculture a consacré plus de 3 milliards de dollars à la recherche sur les cultures annuelles, tandis que les cultures vivaces recevaient une part si faible qu'elle était statistiquement nulle. En France, les programmes de recherche de l'INRAE et les aides de la PAC ont suivi la même trajectoire. Le système n'a pas eu besoin de conspirer. Il a simplement suivi la logique du profit. Une plante qui se donne gratuitement ne peut rivaliser avec une plante qui se vend chaque année.
le savoir n'a pas été perdu. Il a été enterré sous une montagne de subventions. L'idée que le manioc puisse être une solution n'est pas une théorie marginale. C'est une vérité historique et scientifique documentée. Des preuves archéologiques dans le bassin amazonien montrent que les peuples autochtones ont domestiqué cette plante il y a près de 10 000 ans, bâtissant des civilisations entières sur sa fiabilité. Ce n'est pas une relique du passé. Aujourd'hui même, plus de 800 millions de personnes en Afrique, en Amérique latine et en Asie en dépendent comme principale source de calories, un fait confirmé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Loin d'être ignorée par la science sérieuse, cette approche est validée par des institutions comme The Land Institute, qui se consacre depuis 1976 à prouver scientifiquement la supériorité écologique des systèmes vivaces sur les monocultures annuelles. En France même, le CIRAD reconnaît son rôle crucial pour la sécurité alimentaire mondiale, et sa culture reste vitale dans nos territoires d'outre-mer, de la Guyane à la Martinique. Ce n'est pas un savoir perdu. C'est une sagesse active, vivante, qui a simplement été rendue invisible par un système qui ne pouvait pas en tirer profit. Le manioc est une porte d'entrée. Il est la preuve tangible qu'un autre modèle est non seulement possible, mais qu'il a existé et existe encore. Mais ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres cultures vivaces oubliées, une véritable bibliothèque de résilience qui a été délibérément mise de côté. Il existe des arbres à noix qui produisent plus de protéines par hectare que le soja, des racines qui prospèrent là où le blé meurt, des feuilles vivaces qui peuvent être récoltées toute l'année. Chacune de ces plantes est une clé pour une plus grande autonomie, une pièce d'un puzzle que nous réassemblons ensemble. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette exploration, nous avons compilé un guide des plantes vivaces les plus prometteuses, disponible dans la description. C'est une ressource pour commencer à bâtir votre propre système de résilience. Mais le savoir le plus puissant est celui que l'on peut appliquer immédiatement. Et la partie la plus importante de cette vidéo commence maintenant. Maintenant que vous avez compris comment ils vous ont fait oublier, il est temps d'apprendre à vous souvenir. L'acte de planter une culture vivace n'est pas simplement une technique de jardinage, c'est un changement de philosophie. Le système annuel vous a appris à vous battre. À labourer, à arracher, à forcer la terre chaque printemps. Nous n'allons rien faire de tout cela. Nous allons imiter la forêt. Nous allons collaborer avec la permanence. Le principe est simple, un effort initial, une seule fois, pour des décennies de récolte. C'est l'antithèse exacte du modèle qui exige de vous un nouvel achat, un nouvel effort, une nouvelle dépendance chaque année. Vous ne plantez pas seulement une source de nourriture. Vous plantez une rupture. Une rupture avec un cycle de consommation forcé. Vous plantez le début de votre propre souveraineté. Pour commencer ce voyage, la liste des matériaux est d'une simplicité désarmante. Vous aurez besoin d'une seule tige de manioc mature, d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur, avec une écorce brune. Vous pouvez en trouver chez un voisin jardinier, sur un marché exotique ou dans une pépinière spécialisée, pour un coût allant de 0 à 5 €. Il vous faudra également une machette ou une scie bien aiguisée, une pelle, et surtout, un emplacement ensoleillé dans votre jardin qui bénéficie d'au moins 6 heures de lumière directe par jour. La première étape consiste à préparer votre matériel de plantation. Prenez la tige ligneuse et coupez-la en sections de 20 à 25 cm de long. Chaque section, que l'on appelle une bouture, doit comporter au minimum 3 à 5 nœuds, ces petites bosses d'où poussaient autrefois les feuilles. C'est de là que jaillira la nouvelle vie. L'étape suivante est cruciale et demande de l'attention. Avant de planter, vous devez impérativement repérer l'orientation d'origine de la tige. Les nœuds ont un sens de croissance, une direction vers le ciel. Planter une bouture à l'envers est une erreur fatale. Une fois l'orientation confirmée, préparez le sol. Le manioc déteste l'excès d'humidité, il a besoin d'un drainage parfait. Ameublissez la terre sur une profondeur de 25 cm. Si votre sol est lourd, formez une petite butte pour que l'eau puisse s'écouler. Vous pouvez alors planter la bouture. La méthode la plus courante et la plus efficace est de l'insérer en biais, à un angle de 45 degrés, en vous assurant que les 2/3 de sa longueur sont sous terre et que les nœuds sont bien orientés vers le haut. Cette position favorise un enracinement robuste et une émergence rapide des nouvelles pousses. Après la plantation, arrosez une seule fois, modérément. Et c'est là que se trouve le secret qui sépare le succès de l'échec. La cause la plus fréquente d'échec est l'excès d'arrosage. La bouture n'a pas encore de racines pour absorber l'eau, mais elle contient toute l'énergie nécessaire pour germer. Un sol détrempé la fera simplement pourrir. N'arrosez à nouveau que lorsque la terre est complètement sèche sur plusieurs centimètres.
En 2 à 4 semaines, vous verrez apparaître les premières feuilles vertes, signe que l'enracinement a commencé. C'est un test de patience qui va à l'encontre de tout ce que l'agriculture intensive enseigne. Les autres erreurs à éviter sont, comme nous l'avons dit, de planter la bouture à l'envers ou d'utiliser des tiges vertes et immatures qui n'ont pas accumulé assez de réserves pour survivre. La récolte commence environ 10 à 18 mois plus tard. Vous n'avez pas besoin d'arracher toute la plante. Creusez délicatement à la base et prélevez les plus grosses racines tubéreuses dont vous avez besoin, en laissant les plus petites et la plante mère en place. Elle continuera de croître et de produire, année après année. C'est une réserve vivante, une assurance contre la faim qui dort dans votre jardin. Mais le véritable pouvoir de cette plante se révèle ensuite. Chaque année, la tige principale que vous avez plantée produira de nouvelles tiges. Chacune de ces tiges peut être coupée en de nouvelles boutures. À partir d'un seul investissement de quelques euros, vous pouvez générer gratuitement assez de matériel pour planter un champ entier. Vous ne devenez pas seulement autosuffisant en nourriture, vous devenez autosuffisant en semences. Vous sortez complètement de l'équation commerciale. Pour bien comprendre l'impact de ce choix, comparons les chiffres sur une petite parcelle de jardin de 10 mètres carrés sur une période de 5 ans. Avec le manioc, votre coût d'installation la première année est de 5 euros. Pour les 4 années suivantes, le coût est de 0. Le coût total sur 5 ans est donc de 5 euros. Pour cette somme, vous pouvez récolter entre 22 et 45 kg de nourriture hautement calorique. Maintenant, considérons l'alternative annuelle, comme planter du maïs et des haricots. Chaque année, vous devrez acheter de nouvelles semences, pour un coût d'environ 15 euros. Sur 5 ans, votre dépense totale s'élèvera à 75 euros. Le système Vivace représente une économie de 93% sur les coûts. Ce n'est pas juste une économie. C'est une libération financière. C'est la preuve mathématique que l'autonomie est non seulement possible, mais qu'elle est économiquement écrasante. D'un côté, il y a l'allée du supermarché et la dépendance silencieuse. De l'autre, un lopin de terre et la promesse d'une simple bouture. Le système que nous avons exposé ne s'est pas construit par accident. Il a été conçu pour une seule raison, faire de vous un client perpétuel. Un client pour les semences, pour les engrais, pour les pesticides. Un client dont la souveraineté a été échangée contre une fausse promesse de commodité. Les chiffres ne mentent pas continuer sur cette voie, c'est accepter de payer 93% plus cher pour rester dépendant. C'est choisir un modèle qui épuise les sols, fragilise nos approvisionnements et concentre le pouvoir entre les mains d'une poignée d'entreprises. Le choix qui se présente aujourd'hui n'est pas simplement entre deux manières de jardiner. C'est un choix entre deux avenirs. Entre la soumission à un modèle extractif et la reconquête d'une autonomie fondamentale. Vous possédez maintenant le savoir que le système a tout fait pour enterrer. Ce n'était pas votre faute de l'ignorer. L'oubli a été organisé, financé, institutionnalisé. Mais cette ignorance n'est plus une excuse. La décision de rester captif ou de planter les racines de votre propre liberté est, à partir de maintenant, consciemment la vôtre. Chaque bouture de manioc mise en terre est plus qu'une simple plante. C'est un acte de résistance silencieuse. C'est une déclaration d'indépendance. Si cette mission de reconquête résonne en vous, alors votre action est nécessaire. S'abonner, c'est préserver cette connaissance. Partager, c'est la disséminer pour qu'elle ne soit plus jamais enterrée. Nous ne construisons pas une chaîne de vidéos. Nous reconstituons une bibliothèque de résilience pour les générations à venir. Votre participation est une pierre à cet édifice. Le pouvoir n'est plus dans leur catalogue. Il est de retour dans la terre. Il est entre vos mains. La question n'est plus de savoir si un autre monde est possible. La question est de savoir si nous allons le cultiver ensemble. L'autonomie ne se réclame pas. Elle se cultive.